Bonjour à tous et bienvenue pour ce Meaningful Café pour laquelle on invite aujourd'hui Marine-Henri Lebuc, designer, et Philippe Villas-Boas, qui est un artiste digital, pour parler du métavers. On va se poser la question aujourd'hui une question éminemment tendance. Misère et splendeur du métavers, est-ce qu'une vision créative est-elle possible? Pour rappel, et pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est Meaningful Café. Meaningful a une structure d'une dizaine de designers basés à Paris, et on accompagne autant les grands groupes que les startups sur des projets d'innovation par le design, mais aussi dans la création de nouveaux services dans de nombreux domaines tels que l'industrie, l'éducation, la santé, l'architecture et l'urbanisme. C'est aussi un laboratoire de recherche avec une activité plus expérimentale pour explorer les nouveaux usages dans la technologie en interaction avec nos environnements. Alors, pourquoi c'est Meaningful Café qu'on fait depuis maintenant 3 ans? C'est des rencontres pour faire découvrir à notre réseau, nos clients, nos collaborateurs, des talents, des personnalités issues du monde de la création, de l'entrepreneuriat ou des nouvelles technologies. Pour lancer le sujet, donc le métavers, quelque chose qui est né dans la littérature cyberpunk dans les années 80, à la fin des années 80, des années 90, et puis il y a une réappropriation par Mark Zuckerberg il y a maintenant 2-3 ans pour lancer le métavers, Facebook Horizon, et on a vu l'arrivée de pas mal de métavers. Le métavers, c'est un monde virtuel, c'est ce multi-univers qui duplique le monde réel en 3D, en temps réel, dans lequel se retrouvent des communautés. Et puis là, il y a une actualité un peu brûlante, puisque on voit que les métavers, en l'occurrence celui de Mark Zuckerberg, est, selon un rapport, vide et triste, comme un échec. On voit que aussi l'État français vient de rendre un rapport cette semaine sur l'opportunité d'avoir un métavers souverain, culturel, français et européen. Et donc, il faut savoir que on va se poser la question de la création avec Marine et Philippe, puisque cet été, il y a une résidence de création immersive qui s'est faite à Arles, sous l'égide de la Galerie Fischheim, de l'Institut français et des Rencontres Arles, dont Marine et Philippe étaient les lauréats. Et donc voilà, ils ont passé une semaine, et donc quoi de mieux que pour parler du métavers et de sa vision créative que d'interroger les créateurs sur leur pratique. Je vais laisser la parole à Marine. Okay. Bonjour à tous. Juste pour rappeler un petit peu et donner un peu du contexte, donc la résidence d'Arles s'est tenue au mois d'août, et moi j'ai travaillé cette semaine-là sur le prolongement d'un projet de recherche que je mène depuis 2 ans autour des couleurs de la lumière. Et ce qui m'a semblé intéressant dans cette résidence, c'était de profiter de la réflexion sur les médias immersifs et en particulier sur le métaverse pour transposer cette réflexion sur les couleurs de la lumière dans un monde virtuel et par extension dans un monde virtuel persistant qui serait le métaverse. Donc, il y a eu un début de résidence et un après la résidence. Donc, comme tout processus créatif, il y a eu un cheminement qui s'est fait. Et au début de la résidence, il y avait beaucoup de notions qui m'intéressaient, comme la notion d'avatar dans le métavers, c'est-à-dire qui est-on et quelle représentation de nous-mêmes on donne à voir dans le métaverse. Et je me disais, est-ce que cet avatar pourrait prendre des caractéristiques liées à la couleur de la lumière et se transformer en fonction des rencontres qu'on ferait dans ce métaverse. Et puis, j'avais un deuxième volet qui était justement les expériences spatiales
qu'on pouvait faire dans ce métaverse, dans ce monde virtuel. Et ce qui m'intéressait, c'était effectivement que de proposer plusieurs expériences dans lesquelles on pourrait interagir avec la lumière colorée. Et c'est ce volet-là en particulier que j'ai développé lors de la résidence, qui nous a permis d'affiner des scénarios d'expérience et de développer des premiers prototypes. Donc là, ce que vous voyez, c'est un extrait des recherches, des inspirations, des directions qui sont en train d'être prises autour de ce projet-là. Et donc, ce qui a été vraiment intéressant, et on y reviendra après dans la discussion avec Philippe, c'est moi, j'ai pu me confronter aux limites techniques, quelque part, assez vite du métaverse, parce que finalement, quand on veut traiter d'expériences sensorielles, sensibles autour de la lumière, en fait, on pose des enjeux techniques assez forts qui demandent des capacités de rendu et d'immersion et de qualité qui sont incontournables si on veut faire vivre une expérience sensible. Donc ça, c'est peut-être des points dont on pourra parler après. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est pour un designer comme toi, une semaine de création immersive? On conçoit, on produit, c'est quoi l'aller-retour entre la conception et justement ces limites que tu as pu rencontrer? En fait, la semaine se déroule, on vient avec un projet qui est encore à l'état d'intention, donc ce que j'ai décrit, c'est-à-dire proposer des expériences permettant d'interagir avec la lumière colorée. Et très vite, en fait, on est nourri par un certain nombre de conférences et d'experts qui viennent nous présenter un peu l'état de l'art de ces technologies. Aussi l'état de l'art d'un point de vue business, les enjeux pour les créateurs, les opportunités aussi d'un point de vue business pour les créateurs. On pourra y revenir parce qu'il y a des choses très intéressantes qui se jouent d'un point de vue économique aujourd'hui. Une rivalité par exemple entre Meta et Pico, entre les deux castes, qui vont générer un besoin pour eux de générer des contenus et qui vont générer des opportunités pour les créateurs. Donc voilà, tout un tas d'intervenants qui nous ont sensibilisés à comment on conçoit un objet immersif, et puis à l'industrie et à cette industrie du métaverse. Et ensuite, le processus, c'est un processus créatif où on fait beaucoup d'allers-retours entre l'écriture d'un petit scénario d'interaction, où voilà, on imagine un personnage dans une pièce immergée qui, en fonction de son déplacement, par exemple, va modifier la couleur ou l'intensité lumineuse. Et puis, on teste ça très vite dans un premier prototype, puis on s'aperçoit effectivement que ça fonctionne, mais c'est peut-être pas assez interactif, ou que la perception, elle est biaisée par certaines interactions entre les effets lumineux. Donc voilà, après, toute l'écriture se fait de manière itérative en ajustant chacune des expériences et en venant comme on ferait sur un tableau, en venant les affiner, les reprendre, etc. Ça, c'est le processus créatif de la résidence et qui se poursuit actuellement au studio. Oui, bien sûr, parce qu'il y a un après. Voilà. C'est juste l'allumage. Donc ça, c'est ce qui a été très intéressant. Et sur la question du métaverse en tant que tel, du coup, c'est vrai que moi, à ce moment-là, j'ai un peu échappé au métaverse parce que très vite, on se confronte à la question technique du rendu lumineux, du rendu de cette expérience en temps réel. C'est-à-dire, il faut que quand l'utilisateur fait une action, ce qui va se passer, on ne peut pas l'anticiper dans le scénario. Donc, c'est vraiment la machine qui va le calculer en temps réel en fonction des actions de l'utilisateur. Et ce calcul temps réel demande de l'énergie, de la ressource de carte graphique. Et si on est transposé dans le métaverse, toute cette ressource, il faut être très économe sur cette ressource. Tu veux dire qu'il y a un peu une surpromesse du métaverse aujourd'hui. Et donc, nous, très vite, les mentors, ce qu'ils nous ont dit, c'est « Oulala, mais vous, votre projet, ce ne sera pas dans le métaverse tout de suite. Si vous voulez une expérience de qualité, ce sera plutôt d'abord, effectivement, peut-être avec un casque de réalité virtuelle, peut-être directement diffusé via un ordinateur, mais ça ne va pas se passer d'un claquement de doigts avec les technologies telles qu'elles sont. » Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'aujourd'hui, on nous fait la promesse de chirurgiens qui vont opérer à distance dans le métaverse. C'est les pubs méta qu'on voit dans le Mais métro. la réalité, c'est que même pour éclairer une pièce avec quelques couleurs, en fait, on ne peut pas le faire avec les ressources telles qu'elles existent aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, dans le futur,
ça ne pourra pas exister, mais ça veut dire aussi que ça nécessitera une montée en charge très forte des ressources utilisées. Et donc, ça soulève effectivement toutes ces questions. Enfin, moi, ça m'a permis de me confronter très vite à ces questions très concrètes et pragmatiques de ce qui se joue quand on parle effectivement d'un métaverse et d'un métaverse à fortiori culturel et sensible. Parce que si on parle de faire un concert ou une exposition dans le métaverse, on veut créer à peu près l'équivalent de ce qu'on est capable de faire dans le monde réel aujourd'hui en termes d'expérience. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'on a cette limite, très vite, on a cette limite physique, en fait. Donc aujourd'hui, les créateurs doivent moduler leurs intentions artistiques si elles veulent porter leur projet tel quel dans le métaverse, voire les revoir intégralement. C'est un vrai travail de design de l'expérience pour rendre ça très léger. Alors, c'est ce que font déjà les concepteurs de projets ou de jeux vidéo en temps réel. Il y a déjà cette contrainte très forte dans ce type de production. Mais dans le métaverse actuel, en tout cas, c'est démultiplié par le fait qu'on veut rendre ça accessible sur des devices très grand public. Et donc, on doit finalement réduire le nombre de polygones, le poids d'une scène, etc. Donc, ça induit évidemment une forme à la fin. Oui, la forme sûr, qu'on découvre tous aujourd'hui avec Horizon ou avec toutes les plateformes qui existent. On verra tout à l'heure si effectivement dans la suite de la discussion comment ça module, jusqu'à quel point on nous retire une promesse initiale. Je voudrais laisser la parole à Philippe qui se présente et qui nous parle un peu de cette expérience Il nous manque des parties. Donc Philippe, je t'en prie, pendant qu'on règle les slides, je t'en prie, je te laisse te présenter et parler de ces résidences Fisheye pour introduire le sujet. Bonjour à tous, merci pour l'invitation d'abord. Content de faire un petit bilan un peu de ce qui s'est passé cet été et puis discuter effectivement de ce sujet du métavers dans le cadre de la création numérique. Moi, un peu comme Marine, je suis arrivé en résidence avec une ébauche de projet, mais qui en fait était un projet de création en immersion qui était issu justement d'une première installation interactive que j'avais produite en 2014 pour la Nuit Blanche à Saint-Eustache, qui était une création en fait où les gens envoyaient des pensées dans une forme de voûte céleste. Là, on voit une image de l'église Saint-Eustache qui a l'air un peu allumée, mais en fait, c'est une pause longue où on voit un peu comment les pensées transformées en points lumineux, en étoiles, étaient envoyées sur cette voûte complètement éteinte. Et suite à cette expérience, en fait, j'ai tout de suite pensé à le transférer, à le traduire dans une expérience de réalité virtuelle, parce que ce genre d'installation, en fait, demande des moyens en production assez conséquents. Déjà, il faut avoir accès à un lieu qui permettent… Il y a des lasers, une grosse logistique. Oui, des lasers. À l'époque, j'avais travaillé avec les agents spéciaux, qui était une structure de production numérique qui m'avait épaulé sur la création de la web app. C'était une web app qui était liée au laser. Et donc, les gens pouvaient interagir in situ, mais aussi de l'autre côté. Donc, tu décides de reproduire, en tout cas. J'imagine que ce n'est pas uniquement par défaut, parce que c'est compliqué à déployer en termes de logistique. En fait, il y a, à l'époque, moi, je travaillais encore, je mettais ma plume au service d'agence, je faisais du design d'interaction. Et donc, j'avais une activité artistique encore annexe. Et depuis 6 ans, en fait, je suis vraiment à 100% sur mon activité artistique. Et la première idée qui m'était venue en tête il y a 6 ans, c'était de traduire ce projet en expérience de réalité virtuelle. J'avais des amis qui travaillaient déjà dans le secteur et moi, ça m'intéressait de passer le pas.
aussi parce que finalement, je m'étais déjà pas mal frotté aux notions de participation, de coprésence, de narration non linéaire, de création générative. Et je voulais dans ce projet un peu le mettre à profit. Et puis les années passent en fait. Je travaille notamment de manière générale, on va dire, sur les usages du numérique et disons pour faire très court, les implications éthiques et esthétiques de la chose. Et arrive un moment où je me retrouve un peu sur le thème du cosmos et du cerveau, parce que j'ai un peu travaillé les deux de manière parallèle. À Saint-Eustache, pour ce projet qui s'appelait Shooting Toes, c'était vraiment l'idée finalement de mettre des pensées en partage. Alors, il n'y avait rien de... Je ne captais pas des mots ou du texte. C'était à la Galilée, quoi, une expérience de pensée pure. Et je m'étais dit que ça pouvait vraiment être porté dans un univers virtuel, immersif. Là, ce qui est beau, c'est qu'on est dans ce lieu un peu consacré. On voit les pensées émerger comme des bulles, mais on le regarde à plusieurs. Dans la transcription en média immersif, tu concevais ça comme il y avait, en fait, dans cette première intention, il y avait quelque part déjà l'idée de métavers, de coprésence. Et dernièrement, en fait, il y a 2 ans, je commence à écrire un projet. À la base, j'ai pas du tout, je me rappelle même pas de ce projet. C'est en faisant l'introspection que je me dis, mais en fait, je suis en train de retravailler ça. Et je commence à imaginer un projet en fait où l'activité cérébrale sert un peu de navigateur dans le cadre d'un univers vraiment cosmique, spatial. Et j'écris ce projet, invité d'ailleurs par des amis à Turin qui me disaient, tiens, tu as peut-être une opportunité de travailler avec des universitaires en neurosciences là-bas. Donc j'affine un peu mon projet. Et puis, j'avais rencontré à Rennes des gens de MyBrain Technologies qui travaillaient justement déjà sur la notion de neurofeedback, c'est-à-dire le fait de capter, disons, l'activité cérébrale avec quelques casques rudimentaires, parce que quand on parle d'activité cérébrale, on voit toujours le cerveau suréquipé comme ça de capteurs. Aujourd'hui, en fait, il y a déjà des produits qui sortent, notamment sur la santé, on va dire sur l'équilibre mental. Et du coup, je me dis, tiens, il y a déjà une brique potentiellement qui peut me servir d'ailleurs, toi, tu connais bien Mentalista aussi. Oui, Mentalista, où effectivement. Il y a les acteurs commencent à se. Oui, il y a des acteurs sur les interfaces cerveau-machine, voilà, sur des choses qui sont non médicales et que les chercheurs, les artistes et les designers commencent à mettre en œuvre pour préfigurer les usages qui ne sont pas là encore. Ils ne sont pas là. Et moi, justement, je trouvais que globalement, on essayait dans les expériences on utilise ce capteur biométrique qui est l'activité cérébrale comme un input. Je trouvais que globalement, on essayait de faire en sorte que les gens aient le pattern de telle ou telle pensée pour activer un objet, quel qu'il soit. Or, moi, ce qui m'intéresse dans le cerveau, c'est sa complexité. J'ai l'impression qu'on est au XVe siècle aujourd'hui, en train d'envoyer les caravelles sur la mer et de comprendre un petit peu comment c'est fichu, d'avoir une meilleure cartographie du délire et commencer à savoir ce qu'on peut faire. La métaphore des grandes découvertes est intéressante parce que justement, le cerveau et le projet de Neuralink démontre bien cette idée que. Comment tu arrives des grandes caravelles. Il y a de grands appétits en fait sur la question finalement de cet accès. Il y a une rhétorique des nouveaux territoires, de Nouvelle Eldorado. Mais plus spécifiquement sur mon projet, j'avais cette idée d'essayer de créer un nouveau véhicule, une nouvelle console, je dirais, pour explorer le cosmos et les pensées. En fait, utiliser, disons, l'activité cérébrale comme un véhicule d'exploration du cosmos. Donc, moi, j'arrive avec cette intention-là en résidence, en fait. D'accord.
Et finalement, via justement la rencontre des mentors, on a eu Mathias Schelbourg, qui est un réalisateur qui a son studio aussi, qui fait pas mal de choses en réalité virtuelle. On a eu Claire Allende, qui est spécialiste de la 3D, qui a travaillé dans tout un tas de projets et qui accompagne aussi des artistes. Chez Small McNuff. On a eu Mathieu, voilà, qui est de chez Unity, qui nous a fait un super état des lieux du marché, et aussi de s'apercevoir aussi que c'est. Alors oui, le Facebook est un petit peu. Enfin, le métavers de Facebook était un petit peu pour moi, enfin de loin, j'ai l'impression que c'était un grand coup de com pour faire arriver des capitaux nouveaux dans un réseau, voilà, qui se meurt un peu. Mais au-delà de ça, ce qui est certain, c'est que le sujet de la virtualité est un truc moteur dans le secteur du jeu vidéo en particulier. Oui, et j'en profite pour rappeler que ça fait maintenant à peu près, allez, on va dire 35 ans qu'il y a des mondes virtuels et de la création à l'intérieur, des communautés actives, etc. Elles ne sont pas toutes vides. Elles ont pas, il y en a certaines qui sont riches. Alors, bien sûr, il y a eu des naissances et des morts de communautés, mais la rhétorique de Zuckerberg est un peu comme celle de Steve Jobs. Hein. C'est une révolution. On présente quelque chose d'absolument nouveau, mais bien évidemment, il y a des racines et ça ne vient pas de nulle part. Moi, je peux mettre un petit peu de contexte au monde virtuel. Et donc, avec tous ces intervenants, ce qui était intéressant, c'est que alors la résidence était intitulée résidence d'écriture. Moi, finalement, je n'ai pas eu l'impression de faire une résidence d'écriture parce que je m'attendais, moi, à être reclus dans une chambre comme un A16, voilà, à travailler mon texte, quoi, en fait. Et en fait, c'était complètement l'inverse. C'était que des rencontres avec des gens du secteur, avec des métiers particuliers, voilà, soit à l'écriture, soit à la conception, soit au développement de ces univers. Et du coup, c'était très bien, hein. C'était super bien parce que ça nous a permis de nous confronter directement dans le dur potentiel d'une production associée. On en reparlera tout à l'heure peut-être, mais le métavers et les productions immersives sont quelque chose de très soutenu aujourd'hui en France. D'ailleurs, qui a été un peu décrié dans le milieu des arts hybrides. Oui, il y a une ligne du CNC qui normalement finance, disons, la création numérique hybride, qui est déjà un peu, je trouve, un pas de côté par rapport au CNC. Il y a une petite querelle des anciens et des modernes. Ouais. Et la reconfiguration de cette ligne-là, dédiée finalement au métavers, a un peu fait crier, hurler. Oui, parce qu'il y a quand même une contradiction entre une volonté politique et puis une certaine volonté artistique de rester sur quelque chose de plus ouvert et peut-être de plus expérimental. Je fais un petit aparté, on y reviendra. On y reviendra. C'est un sujet intéressant. Et finalement, il y a une journée qui a été hyper enrichissante pour moi, c'est la journée avec Ludivino, qui est spécialiste en fait du son binaural. Et moi, ça m'amusait un peu parce que je suis à moitié sourd. Donc, on a fait des petits tests d'écoute et on essayait de recréer l'environnement en 3D de ces petites capsules qu'elle nous présentait. Mais au-delà du jeu introductif qu'elle nous a fait faire, il y avait cette idée de vraiment architecturer l'espace dans lequel on souhaitait s'immerger, dans quoi on voulait être plongé. Et à ce titre-là, le son est, je pense, presque un des premiers trucs à penser. En tout cas, moi, dans mon projet, ça m'a vachement permis de remettre les choses à plat, de me dire, attends, qu'est-ce que tu souhaites, dans quoi tu souhaites plonger les gens. Et donc, ça a été hyper bénéfique parce que, arrivant à cette idée d'écrire pour le métaverse, moi, j'avais commencé à finalement écrire des narrations. On avait en mentor, on avait Charles Ayatz et Stéphane Macat, qui sont deux, pour l'un, designer, réalisateur, vraiment interactif,
et pour l'autre, réalisateur plutôt tradit, mais qui a pris le train de la création numérique. Donc, c'est aussi super juste de les avoir un peu tout le temps. Et donc, ce que je comprends d'après ce que vous dites, c'est que tous les deux, vous étiez avec une idée initiale et vous avez dû au contact en fait, de cette résidence, qui est peut-être le but aussi d'une résidence, vous avez dû reformuler, réécrire, on va pas parler de piloter, mais de revoir un petit peu les objectifs, les enjeux en fonction de la matérialité de ce qui alors je ne sais pas, c'est moi qui vous pose la question, ce qui est une limite, qui est une modulation, qui est… C'est ce que disait Marine, c'est-à-dire sur les aspects techniques. Quand on veut rentrer dans ce qu'on appelle aujourd'hui métavers, c'est-à-dire des plateformes qui peuvent accueillir des productions, des jeux, des créations, des métavers, il y a finalement des contraintes spécifiques. Chaque plateforme a ses contraintes et avec ces contraintes vont en plus les contraintes des devices que les gens doivent porter, les casques. Donc ça, c'est un aspect que finalement dans la création contemporaine hybride numérique, il y a pas, en fait, on n'est pas dans cette réflexion de marché où là, finalement, la résidence Fisheye autour de Charles et Stéphane, justement, eux, ils amènent cette réflexion où on produit parce que on a des structures qui nous accompagnent de type Arte ou d'autres. À Paris et ailleurs, il y a vraiment plein de structures qui cherchent à produire Ah oui, Arte, le plus gros financeur français et peut-être européen sur le contenu depuis ces 5 dernières années. Avec un pivot sur la vidéo, justement, dernièrement. Et avec cette idée que finalement, il faut atteindre un public, parce que atteindre le public le plus large, ça veut dire pérenniser un secteur. Arte a très longtemps investi sur des narrations interactives de type ce qu'on appelait le webdoc avant. Et c'est aussi aperçu la limite du public qu'elle touchait avec ce genre de création. Donc là, il ne s'agit de pas rester finalement dans la même mare avec les mêmes, joueurs. Ce qui est intéressant, ce que disait Marine tout à l'heure, je t'interroge là-dessus, c'est que tu disais, oui, voilà, c'est les grandes plateformes, ces fournisseurs de technologies, parce qu'il faut un investissement énorme pour setup pour terraformer des métavers, ils vont certainement peut-être avoir besoin de contenu. Et c'est vrai que on a vu des trucs dans Fortnite, on a vu mais sur Unreal, parce que Fortnite, il faut savoir, avec son moteur Unreal, est un gros prétendant des métavers, comme d'autres. Pour l'instant, on ne voit pas Epic Games. On ne voit pas de grandes expositions d'art contemporain, etc. Donc, je pense que ça va aller. Ils ont besoin de setup, Moi, je veux juste intervenir sur la question des plateformes et du marché, parce qu'en fait, moi, ce qui m'a choqué quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions de métaverse, et notamment après par rapport à la création, c'est que aujourd'hui, on parle de Facebook Meta et de sa plateforme Horizon. Je vous invite à aller l'expérimenter, même si vous n'avez pas de casque de réalité virtuelle, vous pouvez tester en ligne. Ça crache une fois sur deux, mais vous pouvez aller sur Horizon World, rentrer. Donc faites l'expérience déjà, vous allez pouvoir faire votre retour. Et surtout, ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, à partir du moment où on nous invite à faire une résidence sur le métaverse, en fait, on doit choisir une plateforme. Parce que on doit choisir dans quel métaverse, parce que pour l'instant, il y en a plusieurs, on va faire notre projet. Et déjà, esthétiquement, moi, je n'ai pas envie de faire un projet dans Horizon. Ce n'est pas mon univers, je ne fais pas du jeu vidéo, je ne fais pas du gaming. Donc, ça ne pouvait pas coller, même ne serait-ce que d'un point de vue des outils graphiques que j'ai à disposition dans Horizon. Et ça, c'est une question qu'on s'est même posée collectivement. Je me rappelle au tout début du projet. Mais quelle plateforme serait suffisamment ouverte pour que nous, créateurs, artistes, on ait suffisamment de souplesse en termes de forme et d'intervention. Et on a constaté que celle qui nous laissait le plus de liberté, c'était VRChat. Déjà, rien que le nom, c'est pas engageant, mais c'est, on va dire, la plus ouverte dans sa conception,
qui permet et qui laisse du coup le plus de liberté en termes de type de scène. ICQ du métavers. Voilà, c'est Ouais, ça. Mais c'est encore aussi une plateforme qui est très enfin, elle est très performante, mais elle fait très bricoler dans ses interfaces, dans son expérience. Donc, en plus, même si par exemple vous simulez la chapelle qu'on voit là dans un monde virtuel, si tant est qu'on ait suffisamment de polygones pour faire un endroit aussi joli, ben, l'expérience de votre visiteur, ça va être d'abord de se connecter à VRChat, qui a des interfaces dignes je ne sais pas quelle référence trouver, mais bon, d'un jeu vidéo des années 90. 90, voilà, avec des contours bleus brillants, etc. Enfin, là, ça serait cohérent avec l'expérience qu'on voit, mais il faudrait quand même. Pardon, il y a du bleu brillant, donc on pourrait se dire que ça fait partie du jeu. Voilà, l'harmonie de couleurs, mais bon, voilà. Au-delà des interfaces. Voilà, en fait, il va y avoir tout un tas de passages par lesquels va passer le visiteur pour arriver dans votre espace ou votre expérience ou votre concert, si tant est que voilà, on est Jean-Michel Jarre et qu'on fait un concert dans le métaverse. Donc, c'est ça l'expérience déjà que la personne va vivre. Et là, c'est long et compliqué. Alors ça, c'est côté visiteur, si tant est qu'on s'intéresse à ce point de vue-là. Mais après, côté créateur, si on prend juste ce point de vue-là en disant quel est mon bac à sable, avec quoi je peux jouer. Alors nous, on a un peu esquivé du coup cette question de modéliser dans VRChat dès la résidence, mais on a une de nos collègues qui a vraiment, elle s'est confrontée à faire un premier prototype dans VRChat, et elle a été très vite limitée parce qu'il aurait fallu qu'elle ait passé, je crois, plus de 90 jours elle-même à jouer, à circuler dans VRChat pour pouvoir y publier des contenus. Donc, c'est une règle assez intéressante de modération, mais pour publier dans cette plateforme, il faut soi-même être un power user quelque part. Ouais, un créateur, avoir passé suffisamment de temps. Après, voilà, avoir soi-même consommé beaucoup de contenu dans ces plateformes-là. Donc, il y a tout un tas de verrous et une philosophie liée aux plateformes qui font que ce n'est pas encore très adapté au monde de la création et à un côté ouvert. Là, tu prends le point de vue des créateurs. On ne parle même pas de ce qu'il y a un public. Voilà, les deux. Tout à l'heure, je parlais du point de vue du public, mais si même on oublie cette question de l'expérience utilisateur sur laquelle on pourra revenir après, du point de vue des créateurs, en tout cas, on s'est posé cette question. Alors, il y a, je sais, des projets français, justement, qui sont en train d'être développés pour essayer de faire une plateforme métaverse beaucoup plus adaptée au monde de la création événementielle ou artistique ou muséale. Mais aujourd'hui, c'est l'état de l'art. Enfin, en partie, moi, je ne connais pas. Je fais que répéter la leçon de ce qu'on nous a aussi expliqué lors de cette semaine de résidence, mais c'est ce qui m'a marqué en tout cas. Et donc, c'est vrai que c'est pas pour dire que c'est impossible ou que c'est pas adapté, c'est juste à tenter. Enfin, en ce moment, voilà où on en est. Et c'est vrai qu'il y a des études qui vont vous parler de ce qu'on pourrait faire peut-être dans 2 ans. À mon avis, c'est plutôt dans 10 ou 15 ans si on continue à investir lourdement dessus. Mais ça reste de l'ordre de la croyance. Et en tenter, la réalité, elle n'est pas forcément aussi fluide, qualitative. Et donc, alors, la solution, ça serait ce que Facebook est en train de constater, effectivement. Donc, voilà. Oui. Enfin, d'avouer, parce que je pense qu'ils l'avaient constaté, mais ils sont en train de l'avouer. Voilà. Oui, on ne va pas parler de Facebook, mais en revenant sur... Donc, c'est quoi la solution? La solution, c'est d'écrire son projet immersif dans son coin, de manière un peu agnostique par rapport aux plateformes, quand le projet lui-même n'est pas trop lié, comme dans le cas de Stella Jacob, dont tu parlais, et puis d'attendre qu'une plateforme soit suffisamment ouverte, culturelle, pour s'y plugger, c'est ça? Ou à accepter de jouer le jeu de ces plateformes, parce qu'après, il peut y avoir des expériences. Ça dépend ce que le projet met en jeu. Votre projet, il ne met peut-être pas en jeu l'expérience physique et sensible dans le métaverse, il met peut-être plus en jeu les relations avec les autres personnes, le projet artistique. Donc, effectivement, là, choisir la plateforme de métaverse qui a le plus de visiteurs ou le plus de monde dessus, c'est ça qui sera le plus intéressant. Et finalement, l'esthétique graphique de la plateforme sera peut-être pas l'enjeu. Oui, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a un peu un curseur à mettre entre les plateformes où vous allez trouver du public versus et quel public qui va peut-être plus aller venir chercher de l'entertainment, justement. Et les plateformes qui vont peut-être permettre
liberté créative, plastique, formelle, technique plus grande, mais quel public vous allez attirer? Moi, j'ai l'impression que pour l'instant, dans ce que tu dis, il y a des intentions créatives qui se heurtent au grammaire des plateformes, qui est plutôt celui de l'entertainment. T'en penses quoi, Philippe, par rapport à tes propres projets? Par rapport à mes projets, c'est sûr que moi, je n'envisage pas forcément, je ne réfléchis pas à mes projets en fonction du marché ou du public que je vais vouloir toucher. Enfin, je n'ai pas d'objectif finalement. Tu n'as pas une audience cible. Je n'ai pas de KPI. Voilà. Moi, je travaille finalement à essayer de développer des histoires, à partager des concepts, des questions. Et finalement, pour le rendre possible, dans le cadre des projets immersifs, la plupart du temps, les artistes comme moi, ils ne cherchent pas à rentrer dans ces plateformes, ils ne cherchent pas directement à aller sur le marché, déposer forcément le projet pour qu'il soit accessible absolument sur les casques les plus diffusés. En fait, et c'est aussi ça qu'il faut admettre là où on est au tout début. On se pose encore beaucoup de questions techniques. Le secteur est en train de se structurer. J'ai l'impression un peu comme dans le secteur de l'automobile, c'est-à-dire que bien sûr, il y a les grands fabricants de voitures, mais il y a tous les petits Valeo qui font les essuie-glaces qui vont absolument sur tous les modèles. Typiquement, dans le cas du métavers, il y a des acteurs qui n'ont pas d'enjeu d'hégémonie sur les plateformes, mais qui par contre réfléchissent plutôt à l'interopérabilité. Un qui a très bien poussé, c'est Ready Player Me avec des avatars interopérables. On attendait ça depuis 20 ans. Il est arrivé à faire adopter les avatars. Ouais, ça c'est. Qui est forcément un enjeu qui ne peut pas être l'enjeu d'un méga acteur du secteur, parce que eux, ils vont plutôt être dans nous, on a un public captif et donc on va essayer de faire en sorte de passer de murs à des univers ouverts, quoi. Mais ça, encore une fois, c'est des réflexions un peu d'industriels ou de spécialistes, voilà, de pièces détachées du secteur, alors que en tant qu'artiste, finalement, moi, je ne réfléchis pas à ça. Sur mon projet, moi, ça fait plus d'1 an que, on va dire, j'ai commencé à les mettre sur les rails avec le studio Bonjour Lab à Saint-Ouen, qui fait du design génératif pur, et que le projet intéressait. Et eux, ils font beaucoup de R&D justement sur les nouveaux outils. Et quand je leur ai parlé du projet, c'est notamment Stéphane de Cheval Vert qui m'avait dit en génératif, il y a un bon spécialiste à Paris qui est Bonjour Lab. Donc, du coup, Stéphane est connecté. Ah oui. Je vous écoute. Bonjour Stéphane. Bonjour. J'ai perdu le fil. Vous avez parlé de. Donc Bonjour Lab, Stéphane de Cheval Vert, le spécialiste en art génératif. Et du coup, voilà, dans le cadre de production artistique, on va dire personnelle, on est plutôt, bien sûr, en train de jouer avec les différentes contraintes, mais pas celles finalement forcément de la plateforme finale où on va essayer de diffuser absolument un maximum de monde. On est plutôt dans une économie de forain, en fait, on va dire. Je la comparerais à ce qui s'est passé avec les arcades, en fait. Les arcades, c'est d'abord un truc de forain, ensuite de bars, de lieux spécialisés. On voit très bien que la VR est en train un peu de suivre la même tendance, avec finalement jusqu'à l'arrivée des consoles de jeux dans nos salons et sous le sapin de Noël, quoi. Après, c'est vrai qu'il reste quand même, au-delà de la croissance du secteur, la VR et ses créations dans ces contextes-là, aujourd'hui, sont aussi interrogées par rapport à leurs limites, pas de public, mais cette fois énergétique, écologique. Mais j'ai envie de dire, au même titre que tous les secteurs d'aujourd'hui. Je regardais un petit peu la question, c'est surtout que alors bon, il y a le calcul online, s'il y avait
si on avait des communautés d'1 million de personnes, oui, il faudrait des serveurs gigantesques. Hein. Il suffit de voir les serveurs de GTA ou de Fortnite. Quand il y a des grosses audiences, ça consomme énormément. Puis après, il y a effectivement tout le matériel à construire, qui sont des micro-ordinateurs, les casques, les capteurs, etc. Cet été, tous les gens qui finalement produisent des objets par des créations artistiques ou qui sont dans l'industrie, tout le monde a dû patienter parce que les métaux, et comme le bois d'ailleurs, enfin, comme beaucoup de choses, on a un peu commencé à ressentir cette limite-là des ressources. Et je pense que c'est intéressant, même dans l'art et bien sûr dans l'industrie ou dans la création, d'intégrer finalement ces contraintes-là. C'est-à-dire que ce qu'on cherche à développer comme narration, comme concept, comme expérience, c'est intéressant finalement de ne pas les réfléchir dans une bulle qui serait totalement disjointe d'un problème de ressources, d'accès à des métaux ou d'accès à des devices. Aujourd'hui, ça reste quand même quelque chose voilà, qui est en train de grossir. Moi, je vois chez des amis qui ont des pré-ados ou des ados, bon, avant c'était des PS5, maintenant c'est des casques. Je vous confirme qu'il y a plein d'ados qui revendent leur PS4 pour acheter des casques. Ils ne vendent pas leur PS5, mais ils vendent leur PS4 pour acheter des Oculus Quest 2, etc. Voilà, au début, la PS5, on s'y remonte, comme on est un peu vieux, la Mega Drive, ces grosses consoles-là qui arrivent avec finalement plus de puissance. Où on sort du forain et on les emmène à la maison. Voilà, on sort du forain, on les amène à la maison. Au début, ça reste presque un produit de luxe, quoi. Donc, moi, j'ai envie de vous poser une question. C'est par rapport, toi, à la narration, Marine, toi, plus aux expériences films qui procurent qui met l'utilisateur au sein d'expériences esthétiques avec la lumière. En gros, question basique, c'est qu'est-ce que la réalité virtuelle, qu'est-ce que vous estimez qu'elle vous apporte de plus? Quel est en termes de langage, de grammaire artistique, qu'est-ce qu'elle vous apporte en plus? Marie, il en profite. Moi, alors, en fait, j'y suis allée un peu à contre-cœur sur les outils de VR. Enfin, pas à contre-cœur, mais c'était pas forcément là où m'emmenait mon appétence première, qui est plutôt sur l'objet, sur la dimension physique réelle, quoi. Mais j'ai trouvé beaucoup d'intérêt à commencer parce que franchement, je suis au début, c'est la première expérience que je fais les premières expériences que je fais en réalité virtuelle avec un casque. Je trouve qu'effectivement, c'est des choses assez banales, mais le fait de pouvoir élargir sa perception de l'espace dans un espace confiné, j'ai envie de dire, on l'a tous vécu ce confinement, donc pouvoir proposer à quelqu'un qui n'a pas la possibilité de se mouvoir, ou en tout cas quand on a moins d'espace, des ouvertures, et puis une forme d'interaction. Là, moi, ce que je recherche, c'est l'interactivité. Je reproduis finalement des scènes, des espaces qui pourraient avoir lieu dans la vraie vie. Mais par contre, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui dans la vraie vie, c'est des modalités d'interaction avec la lumière. Devenir soi-même acteur par son corps de certains paramètres de l'espace. Donc, moi, ce que j'essaye de faire dans la VR, c'est justement une expérience qu'on ne pourrait pas vivre avec une installation physique, ou alors effectivement de manière peut-être beaucoup plus rigide, beaucoup moins facile à déployer, mais même c'est pas uniquement la facilité de transport qui m'intéresse. Oui, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est pas dupliquer le monde réel, mais effectivement essayer de proposer une sens. C'est là où après il faut distinguer réalité virtuelle et métaverse qui est lié à la plateforme, à la persistance, voilà. Pour l'instant, déjà, ce qui m'intéresse, c'est de faire vivre une expérience et une sensorialité qui pourrait être différente, augmentée, je ne sais pas, mais en tout cas
nouvelle par rapport à ce qu'on peut vivre dans une expérience muséale ou ailleurs. Ça, c'est ce que je vois d'intéressant. Et effectivement, la dimension sonore contribue énormément à renforcer les sensations. Et effectivement, pour l'instant, voilà, j'en suis là et c'est de laisser erreur. Donc c'est vrai que moi, je m'intéresse moins à la dimension pour le coup narrative. Enfin, j'ai même, c'était marrant parce que pendant la résidence, tous les jours, il y avait un mentor pour me dire mais c'est quoi ton histoire? Qu'est-ce que tu veux raconter? Ou ta gamification. Et c'est quoi ma gamification? Et moi, j'étais là, mais c'est pas du tout mon langage. Moi, je viens du langage de l'objet ou de l'espace. Alors effectivement, il y a toujours une scénarisation de l'expérience. Mais ça passe pas par une histoire, ça passe par un usage, par des sensations qu'on veut faire vivre. Quand on visite un bâtiment, c'est suffisant. Enfin, justement, une cathédrale, bon, il y a l'histoire au sens très, très large de la religion, mais qui est sous-jacente à ce bâtiment, mais il n'y a pas une narration quand on. Voilà. Elle est plus ou moins creux, plus ou moins induite. Toi, Philippe, alors, justement, par rapport à cette. Donc, moi, je suis plutôt sur la sensorialité, la spatialité. Justement, je trouve que apporter ces compétences architecturales, entre guillemets, dans le monde de la VR, c'est aussi apporter des compétences qui sont assez peu présentes pour l'instant, puisque la plupart des gens qui modélisent ces mondes sont des gens qui viennent du monde des jeux vidéo ou de l'animation. Et donc, en fait... ou de la production audiovisuelle. Voilà, donc c'est une discussion qu'on avait eue avec Mathias, mais la notion d'échelle architecturale, la notion d'échelle d'objet, en fait, ces gens-là la découvrent, alors qu'il y a plein d'architectes, de designers, etc., qui la maîtrisent déjà. Et moi, j'ai trouvé très intéressant que dans cette résidence, on soit des artistes, des scénaristes et des architectes, designers qui peuvent... Enfin, en fait, on voit bien que ces mondes-là ont besoin de ces trois dimensions spatiales, interactives et narratives pour exister. Et pour l'instant, les architectes font de la 3D dans leur coin, mais pas forcément dans ces mondes-là. Donc, je trouve que ça, c'est hyper intéressant de voir qu'en fait, chacun amène un point de vue. Et donc, moi, c'est plus le point de vue, effectivement, de la spatialité, de la tangibilité, du rapport d'échelle, des proportions, etc. Et donc, même question, mais peut-être en complément de ce que vient de dire Marine, qui est assez intéressant sur les différents streams qui pourraient enrichir grandement les mondes virtuels, en tout cas de manière artistique. Ouais, sur la narration, toi, c'est quoi en quoi une narration, toi tu racontes des histoires depuis le début, si j'ose dire. La réalité virtuelle, elle t'apporte quoi en termes de récit ou les mondes virtuels, en commençant par... Moi, ce qui m'a tout de suite fait envie, en fait, même si finalement j'ai pas encore réellement développé de projet en réalité virtuelle, c'est cette idée de place qu'on a en fait dans ces environnements. Je vais prendre un exemple, moi, il y a deux exemples qui me reviennent tout le temps en tête et qui sont un peu symboliques de ce qui, pour moi, est à saisir en tant que créateur dans ces environnements immersifs. C'est en fait la capacité je veux dire, ce qui est vraiment particulier, parce qu'en réalité, on peut créer des environnements documentaires, de création, de narration, où finalement on va être plongé dans une histoire comme dans un film de cinéma. Beaucoup de créations finalement vont avoir tendance à offrir cette place finalement aux visiteurs, à l'utilisateur, aux gens qui mettent les casques pour contrôler absolument tout l'environnement qui s'offre à eux à cette position. Mais vraiment, pardon, je mets du temps à y arriver. Ce qui spécifiquement, moi, résonne, c'est que on a la capacité finalement, à travers ce déplacement virtuel, de se mettre à la place d'entités avec laquelle finalement on ne pourrait pas se mettre. Je dis n'importe quoi, la phrase n'a pas de sens. En fait, c'est quoi? C'est la capacité la capacité finalement à se mettre à la première personne dans un rôle avec lequel on ne pourrait pas finalement endosser avec notre propre corps. Il y a, je pense au théâtre immersif aujourd'hui
évolue pas mal par là. Avec la VR, finalement, on a cette capacité d'aller d'aller se mettre dans la peau. Je pense à Seven Lives, où finalement on était un fantôme on était le fantôme de quelqu'un qui s'est donné la mort. C'est un peu tragique, mais qui s'est donné la mort dans le métro de Tokyo. Et finalement, on va devenir le fantôme de cette personne, l'esprit qui va aller visiter les personnes qui ont assisté à ce suicide. Et je trouve que c'est des narrations que le cinéma fait de manière très très différente en fait. Ouais, c'est des narrations que le cinéma, bien sûr, a déjà, des thèmes que le cinéma a déjà abordés, mais cette capacité finalement à y aller et à le jouer soi-même, en fait, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans la VR, au même titre que c'est un projet de Charles Hayez, d'ailleurs, au même titre que le projet, moi, qui est une référence, c'est Notes on Blindness, qui est un projet finalement qui est issu d'enregistrements audio dans les années 80. Je ne me rappelle plus son nom, mais un monsieur perd la vue et il commence petit à petit à enregistrer tous les jours finalement l'expérience de cette perte de sens et il raconte comment finalement Louis vient compenser, remplacer, finalement rééquilibrer un petit peu sa perception du monde. Et tout le projet est développé avec une direction artistique très, très sobre, très, très frugale, où justement le son et l'écoute est au cœur de l'expérience, parce que c'est à travers le son qu'on va finalement redessiner l'arbre, les feuilles de l'arbre qui brisent pas loin la balançoire d'un parc. Et donc cette capacité-là vraiment à prendre la place de l'autre, mais au-delà de ça, à se mettre dans la peau de quelqu'un ou d'une entité ce qui est impossible spécifiquement à la première personne dans un autre univers. Moi, c'est ça qui me semble particulièrement intéressant. Et du coup, c'est ce que j'essayais de commencer à faire, moi, dans le projet qui s'appelle Inner Cosmos, dans lequel j'ai candidaté pour la résidence. Sauf que je partais un peu avec cette idée que l'activité cérébrale, finalement, était une entité en soi à laquelle dont on dépend, mais je voulais voir comment ça pouvait finalement générer une introspection à travers ce prisme-là. D'accord. Je te remercie. On va peut-être laisser. Je vais vous poser une dernière question pour conclure, mais effectivement, c'est le moment d'ouvrir le débat à notre cher public. Je vous invite à poser des questions sur le chat qu'on va. Je leur ai déjà proposé, mais il n'y avait pas de. D'accord, bah peut-être que ça va venir par rapport à tout ce qui a été dit. Est-ce que tu as d'ores et déjà des questions ou je pose ma dernière question ça vous laisse le temps. Ça vous laisse le temps effectivement pour conclure. On a parlé donc effectivement de création. Vous êtes tous les deux investis, toi Marine dans le design, Philippe dans les arts plastiques, les arts plastiques au sens large, on va dire, en tout cas des projets narratifs. Sur qu'est-ce que vous auriez envie on a parlé de plateforme, comme quoi c'était pas prêt, c'était pas mûr, ou que c'était pas forcément votre objectif de créateur. Toi, tu disais que tu faisais ton projet, que tu pensais pas forcément à sa réception. Qu'est-ce que vous diriez là, ils sont en train je parle du rapport là. Il y a un métaverse culturel européen. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à ces gens qui vont créer un métaverse français dédié à la culture ou pas d'ailleurs, on ne sait pas s'il va être dédié à la culture, ça c'est moi qui l'appelle de mes voeux, mais qu'est-ce qu'on a envie de leur dire de votre point de vue de créateur, voilà. Moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Philippe, sur la dimension très, pour le coup, écologique et responsable du métaverse. Je pense que c'est un oxymore. Et bon, certes, c'est le problème de tous les secteurs, sauf que ce secteur n'existe pas encore. Et moi, je comprends qu'on ne veuille pas passer à côté du train en route, etc., d'un point de vue politique. Mais
enfin, ça va être un peu radical ce que je vais dire, mais je suis pas sûre qu'on ait besoin d'aller faire un métaverse. Au sens où effectivement, il faut qu'on ait, nous en tant qu'artistes, il faut qu'on ait des outils, des choses avec lesquelles créer. Mais là, en fait, on ne fait qu'alimenter des fabricants qui sont soit chinois, soit américains de casques. Hein. Enfin, je ne vois pas d'un point de vue politique et économique, ce qu'on est en train de faire, c'est juste nourrir la bête, quoi. Et non, mais c'est vrai. Et après, effectivement, le fantasme de créer notre propre plateforme, bon, bonne chance, quoi. On a essayé avec Pant, je suis désolée. Mais on n'y est pas, quoi. Donc, le ticket d'entrée est le ticket d'entrée est très élevé pour un résultat, enfin, pour un bénéfice citoyen qui est quand même donc là, à discuter, quoi. Là, c'est pas la créatrice qui aussi, parce parle. qu'en tant que créateur, est-ce qu'on peut être contributeur de ça? Parce qu'après, effectivement, on va se dire, il y a une plateforme pour les créateurs, c'est super. Moi, c'est vrai que si je prends juste mon cerveau créateur, je me dis, là, je vais pouvoir aller chercher des financements au CNC. C'est super. Donc, en fait, comme le CNC a aiguillé ça vers le métaverse, je vais faire du métaverse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, comme tu disais, c'est plus les expériences hybrides, métaverse ou pas. Peut-être qu'effectivement, le métaverse, ou les mondes virtuels sont intéressants, mais ce n'est pas les seuls médiums pour faire de la création numérique. Donc, moi, je suis assez d'accord avec le fait que limiter tout d'un coup ce guichet à de la création purement métaverse, je trouve ça hyper bizarre, parce que de fait, aujourd'hui, ça va aiguiller vers quoi? Vers des VRChat, des Horizons ou des plateformes qui sont là. Donc, on est en train quand même, voilà. Donc, pourquoi pas, ça crée un secteur, ça crée un marché. Je pense quand même qu'il faut... Enfin, si on prend la casquette économique et industrie, il faut quand même se poser la question de la réception et du public. Et là, pour moi, l'expérience, elle ne marche que quand, effectivement, on est dans un festival, quand on est dans un contexte ultra privilégié de l'expérience, quoi. Donc, voilà, moi, je m'interroge. Ce rapport, il a le mérite d'exister et de poser un état des lieux, mais je m'interroge vraiment sur... faut-il y aller ou pas, quoi. C'est pas comment faut y aller, c'est faut-il y aller tout court. Oui, alors ça peut paraître bizarre de poser cette question parce que personne ne l'a, enfin tout le monde en back office, hein, personne dans les conférences vous dira ça, tout le monde en back office vous dit qu'il n'y croit pas et on continue à dire c'est super, donnez-nous de l'argent. Soyons un peu honnêtes, soyons un peu honnêtes sur cette question-là, quoi. Oui, sur les mondes virtuels, je pense qu'il y a déjà des travaux avancés, des studios qui ont une expertise, qui ont développé même il y a un vrai marché de l'expérience, de l'expérientiel, du gaming, etc. autour de ça. Mais je sais pas, je m'interroge vraiment sur le pourquoi d'abord, pas forcément sur le comment pour l'instant. Il y a plein d'aspects dans ce que tu viens de... Et sur le fait d'en faire un métaverse culturel, ouais, ce serait cool, mais qui va le payer, quoi? Enfin, qui va le payer, ce truc-là? Enfin, la caisse des dépôts. Voilà, c'est ça. Non, je plaisante. Non, mais ce serait super sympa, c'est clair. Voilà. Le Louvre. Il y a beaucoup de sujets là. Tu vois. En plus, tu vois, c'est un peu comme si il y a quelqu'un qui me disait il y a quelques jours, quand tu utilises Daily, Midjourney ou Stable Diffusion, tu participes en tant qu'artiste. Tu participes au storytelling de la Silicon Valley, etc., au soft power, ce qui était très intéressant hein, quand même comme remarque. Tu vois, la remarque est juste et c'est vrai que sur la question des velléités, on va dire, d'hégémonie ou de souveraineté qu'a la France ou l'Europe, hein, maintenant, c'est pas bien le terme, on commence à faire des choses à l'échelle européenne. Il y a cette histoire qu'en fait, on a complètement raté le train sur les réseaux sociaux. Et c'est ça, finalement, qui sert de première marche pour se dire que on a là un enclos d'utilisateurs qu'on peut faire passer de petits écrans comme ça à des petits écrans comme ça, ou d'autres choses, parce que bon là, c'est vrai que c'est un peu la préhistoire quand même de la réalité virtuelle. On ira très probablement vers des choses un peu plus mélangées avec la réalité. Et pour revenir sur le CNC, on en a parlé un peu tout à l'heure. Moi, je pense que c'est effectivement ça verse dans le soutien à ce storytelling de la Silicon Valley sur finalement allez, on innove, on produit, on explore ce nouveau champ. C'est un peu la ruée vers là. Je
pense que c'est le rôle d'une CNC quand même, hein, d'aller soutenir les créateurs dans le champ de l'image animée. Ils sont dans leur rôle. Pour moi, j'ai trouvé ça à la fois légitime finalement que le secteur des arts hybrides fasse une levée de bouclier, parce que effectivement, c'était un peu les seules portes d'entrée où ceux qui cherchent à subventionner leurs projets, voilà, ils peuvent soumettre des choses un peu différentes, un peu décalées par rapport à des productions, disons, traditionnelles. Mais le problème pour moi, il est beaucoup plus large et beaucoup plus structurel, presque institutionnel. C'est comment le secteur artistique aujourd'hui est soutenu. Peut-être c'est une découverte pour beaucoup de gens, mais les artistes plastiques, ils ont une sécurité sociale quasiment inexistante. Quand on produit, on n'est pas rémunéré, on est essentiellement rémunéré à la diffusion. On va cotiser, mais en fait, quand il n'y a pas de revenus, on n'a rien, on n'a pas de fonctionnement un peu comme les intermittents, ou dans d'autres pays, en Belgique par exemple, où à partir du moment où on a acquis notre statut d'artiste, on va pouvoir en cas de chute de revenus, percevoir des minima sociaux. En France, c'est quelque chose qui n'existe absolument pas. Et là, le cas du CNC, voilà, pointe du doigt le fait qu'on fasse disparaître une ligne de financement pour des projets hybrides. Mais pour moi, la question, elle est plus grande que ça. Elle est sur c'est quoi le système social qui prend soin des artistes aujourd'hui. Et bon, voilà, j'ai l'impression que c'est un non-sujet, quoi. Il n'y a pas de réflexion générale, globale sur, en fait, quand est-ce qu'on donne un statut social. Oui, mais ça fait penser à la question des jobs non essentiels. Enfin, ça repose cette question. Non, mais voilà, après, c'est. La plupart des artistes que je croise, ils ont soit ils sont profs à côté, soit ils se débrouillent avec un RSA pour compléter. Là, avec le Covid, il y en a plein qui ont dû arrêter leur activité parce que c'est trop compliqué. Et je m'éloigne un peu du métaverse, mais je remets un peu les pieds sur terre. C'est-à-dire pour la création artistique, numérique, contemporaine, c'est quand même quelque chose qui vient étayer ou pas, et en l'occurrence, c'est absolument pas. Moi, j'ai fait le choix finalement de très peu, voire pas du tout, m'appuyer sur ces réseaux de financement publics, parce que je trouve qu'à chaque fois, ça nous oblige, peut-être que je le ferai plus tard, en tout cas aujourd'hui, c'est pas ma méthode de faire, parce que je trouve que le temps qu'on passe à rédiger un projet, ensuite, on sait qu'il y a tel jury. Oui, mais c'est pas nouveau, ça fait. Oui, mais je trouve que du coup, il y a une propension à écrire pour, et non pas, alors que la création, finalement, c'est un espace de. Oui, mais quand tu rajoutes là-dessus une commission métaverse, enfin, et au-delà de ça, je trouve que ce temps-là, qui est un temps administratif, moi, je préfère l'utiliser à fabriquer ma petite trottinette avant de faire mon vélo. À réunir les gens qui sont finalement intéressés par les mêmes typologies de création, et plutôt à imaginer, à imaginer des méthodes de production, on va dire, inversées peut-être par rapport à ces réseaux, mais qui du coup ne dépendent pas de l'argent public, même si, bien entendu, je pense que c'est une bonne chose, au même titre que les autres créations et les entrepreneurs sont largement financés. D'ailleurs, il y a une vraie différence. Sur le projet d'Inner Cosmos, à un moment donné, moi, je parlais avec un ami qui s'appelle Olivier Mocco, qui est connu dans le secteur du serious game. Je disais, mais peut-être que j'ai intérêt à créer une structure même pour développer mon projet, parce que mon projet là, il s'agit de vraiment créer une brique qui servirait, donc qui s'appuierait sur finalement les neurosciences pour générer une forme de nouveau joystick. Et ça, c'est un enjeu finalement d'industrie qui serait largement financé à hauteur de 300 voire 1 million d'euros
avec juste de l'argent public Je français. comprends. Et en tant qu'artiste, en tant qu'artiste, je vais avoir un dixième de ça, même pas, un millième. Oui, mais c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'en fait, en tant qu'artiste, quand tu contribues à ce type de projet, c'est-à-dire, en gros, quand tu on va dire, pour avoir un financement CNC, tu vas un peu angler ton projet sur la question des mondes immersifs ou du métaverse, parce qu'en fait, tu veux quand même avoir un financement, donc tu vas un petit peu orienter ton projet éventuellement. En fait, c'est toute l'ironie du sort, c'est que ce bureau, il est quand même orienté industrie. Enfin, en fait, il existe parce qu'il y a un potentiel économique de développement derrière. Mais en tant qu'artiste, et donc en tant qu'artiste, tu contribues à cette innovation. Tu contribues à cette création de valeur. Mais ça ne s'appelle pas comme ça dans le monde artistique. Ça s'appelle la création, etc. Et donc, du coup, effectivement, tu n'es pas rémunéré comme un ingénieur de R&D qui posera des concepts, etc. Donc, c'est toute la... Après, il y a des porosités, évidemment, qui existent. C'est tout le manifeste qu'a écrit Grégory Chakovsky en disant « je ne suis pas d'accord avec ça ». C'est pour ça la question, à quoi tu contribues quand tu es créateur sur le métaverse, tu contribues à développer cette industrie. Et ce n'est pas juste à te faire, entre guillemets, à créer des expériences nouvelles, etc. Et ça, il faut forcément, même si ce n'est pas le sujet, même si la posture, c'est la casquette artiste ou créateur, et effectivement, c'est un super bac à sable. Moi, je m'amuse beaucoup à travailler sur ces outils-là parce que c'est nouveau, parce que c'est le leitmotiv du design aussi, d'expérimenter des nouvelles formes d'interaction. Mais effectivement, jusqu'où ce plaisir de la création, on se l'accorde et en même temps, en ayant conscience de ce à quoi on contribue, ou alors effectivement, qu'est-ce qu'on essaye d'orienter en proposant des expériences différentes ou en amenant un discours critique comme tu peux le faire dans ton travail en général. Même si tu fais levier avec ces outils, en général, ce que tu fais dans ton travail, c'est que tu poses un regard et une perspective différente de celle du marché sur le numérique. Donc, après, peut-être si je peux ouvrir un petit peu, c'est-à-dire que... On a les questions du public, hein, après. Je vous invite à... Je te laisse 1 minute. Non, mais pour dire que, en fait, moi, j'utilise aussi la réalité virtuelle dans un cadre tout autre qui n'est pas artistique, mais qui pour moi est aussi un cadre de recherche, c'est dans le soin cognitif. En fait, ça fait 3 ans, moi, j'ai développé une structure associative à la base sur l'éducation populaire. Donc, j'ai fait des ateliers avec des amis réalisateurs, photographes, designers, entrepreneurs. Et à un moment donné, avec un institut qui s'appelle Notoriou, on a monté un atelier de réalité virtuelle qu'on a commencé à développer en prison pour faire s'échapper les prisonniers comme ça. Et de fil en aiguille, en discutant avec un ami qui est psychiatre, il m'a dit que la visite des expositions des musées était utilisée une fois l'an, on va dire, comme un outil pédagogique d'entraînement, de spatialisation, de mémoire. Et en discutant avec lui, je me suis dit, mais peut-être qu'on pourrait développer un cadre de recherche où on utiliserait la réalité virtuelle pour faire cet entraînement cognitif de manière beaucoup plus récurrente, parce que journalière avec les gens, parce qu'il s'agit d'un hôpital de 2 jours, à Fernand-Vidal, pour ne pas les citer. Donc maintenant, ça fait 3 ans qu'on a mis en place un atelier de réalité virtuelle où on s'en sert pour travailler justement ces notions de... Là, oui, il n'y a pas que effectivement, bien évidemment, là, on abordait principalement le champ artistique, mais... Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, moi, je trouve que... Presque plus... Moi, j'effacerais Marine parlait tout à l'heure du fait que le métavers, c'était aussi l'occasion de travailler l'espace, la narration, que presque tous les métiers de la création pouvaient l'envisager comme un territoire. Au même titre, moi, mes recherches sur finalement les usages du numérique en création, en narration, et la recherche que je fais là en saut cognitif, plus ça va, plus je trouve que ça se recoupe et les uns nourrissent les autres en fait. Alors, oui, donc je te remercie pour cette remarque, d'avoir tiré et là, il y a hors de la création. Il y a une question de marché, parce qu'il y a des acteurs qui commencent. Et puis il y a une question il y a une utilité majeure.
Je prends la question parce qu'il est très tard, on a un peu dépassé. En tout cas, je vais. Pourriez-vous redonner à Anne cette question, pourriez-vous redonner une ou deux rêves de casques prometteurs? Allez, on va en donner deux. Le Quest Pro VR et le Pico 4. Hein, ça, c'est les deux casques de nouvelle génération. Hein, ils ne sont pas donnés. Hein, ce n'est pas du Quest 2 à moins de 500 €. Hein, c'est des casques professionnels, mais c'est vraiment la dernière génération. Je prends une autre question. Si vous voulez répondre, peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous ne le connaissez pas. Un mec comme Maxime Pérumal, c'est du flan à ce jour. Alors, comment dire par rapport à une question comme ça Maxime Pérumal, oui, c'est un pionnier. Ouais, c'est un pionnier. Après, oui, je comprends pourquoi il peut apparaître comme étant du flan. Bon, je passe la question, mais bon, voilà, il faut savoir que c'est un pionnier. Il a conseillé, il fait encore, il participe encore à la construction des univers virtuels. Emma Garneau-Gamache, ma question est en train d'être abordée. Elle parlait de la posture par rapport à l'empreinte environnementale. Je crois qu'on a eu deux points de vue assez, en tout cas le point de vue de Marine est assez radical. Hein. La réponse c'est non. Enfin, on peut le dire. Peut-être qu'il faut se dire non. Peut-être qu'il faut se dire non. Je crois qu'on se posera la question le 6 décembre avec toi à Rennes sur la question d'un métaverse responsable. Hein. La première fois que j'ai lu l'intitulé de la table ronde, je me suis dit, c'est une provocation géniale, on y va. Oui, bien évidemment, bien évidemment. Je continue sur le métaverse responsable. Ouais. Une petite anecdote, c'est que quand le sujet est arrivé là, ces dernières années, moi j'ai tout de suite pensé au Palais des Mémoires, en fait, qui est une méthode de mémorisation on va dire de beaucoup d'informations. Il y a fort longtemps, donc à l'époque des philosophes grecs, existait cette technique finalement d'imaginer et d'architecturer un lieu, son entrée, les objets qui le composent, de manière à relier une narration, un discours à des objets. Et par cette technique-là, finalement, on était capable d'emmagasiner et de restituer un nombre de connaissances assez phénoménal qui serait potentiellement compliqué à reproduire aujourd'hui, mais il y a des gens qui restent actifs sur ce domaine. Mais je trouve que cette idée de justement se retrouver virtuellement dans un lieu dans lequel on se déplace, avec lequel on interagit, parce que finalement on vient puiser de l'information ou des histoires, a totalement à voir avec ce qu'on est en train de développer aujourd'hui avec des outils, avec les outils numériques et le métavers. Il se trouve qu'on le faisait sans électricité. Et que quelque part, cette plongée dans le métavers, elle se faisait par l'oralité et par la qualité de la mémoire et la coprésence. Mais aussi par la mise en espace. C'est ce que disait Marine sur l'utilité de la nécessité d'avoir des gens qui traitent les questions de l'espace, de leur mise en scène, de leur mise en avant. Je te remercie. Je continue sur histoire de traiter un peu toutes les questions, à défaut d'y répondre, vous les posez. Que pourriez-vous donner le casque, c'est bon. La question abordée, je pense qu'on l'a. Vaste question sur métaverse et responsabilité environnementale. N'étant pas en train de cautionner un plan B virtuel à la planète, c'est la métaphore du métaverse. Hein, si on regarde les définitions à la fois chez Gibson, chez Stephenson, etc., c'est une duplication informatique du monde réel. Donc oui, avec ce que ça peut limiter d'imaginaire. Alexandre dit qu'il est en phase avec Marine sur la question précédente. Je prends une question là, je ne suis pas sûr de comprendre. On t'explique ensemble. Les influenceurs nombreux seront-ils là avant les artistes? Les influenceurs de l'art qui grimpent sur Instagram et TikTok seront-ils plus agiles que les artistes qu'ils pourraient défendre?
bon, ce que je comprends, c'est que oui, effectivement, il y a des artistes qui ont une pratique préalable à l'avènement des réseaux sociaux, hein, ou toi designer, toi raconteur d'histoire, et puis qui rencontrent les influenceurs de l'art, donc c'est plutôt disons les commentateurs, oui, je pense que c'est Bien sûr, je comprends la question. moi, je suis pas je sûr. pense que parce qu'il y a tous les youtubeurs et effectivement les Anne, tiktokers ou instagrammeurs autour de l'univers de l'art qui peuvent effectivement capter un je ne sais pas si on répond à la Étayer ou pas? peut-être qu'effectivement ce sera saisi, ce sera un outil qui leur servira. Ok, vas-y, tu peux Anne. nous expliquer? Moi, je vais juste étayer rapidement. Marine, tu as commencé en disant c'est un milieu où finalement on a des devs, des mecs qui viennent du jeu vidéo, des mecs qui viennent de la production audiovisuelle. On a aussi, par rapport à ton cas particulier, la matière, la sensorialité qui est difficile. Du coup, quand on est dans un marché qui tend à une industrie, puisque ça vient de logiques qui sont issues d'industries culturelles, on a aujourd'hui des intermédiaires qui sont les influenceurs. Tu le disais toi-même, les interfaces sont moches et on doit passer tout un tas d'étapes qui sont des logins, des setups d'applis, d'interfaces, de machin. Du coup, eux, qui sont peut-être une clé de ce marché de l'art en devenir, de ce métaverse, est-ce qu'ils ne seront pas là avant les artistes? Est-ce que les faiseurs de jeux vidéo ne seront pas là avant les artistes? De toutes les façons, c'est sûr, si on parle d'industrie, c'est pas les contenus artistiques qui vont créer l'industrie. C'est ce qu'on a compris, en tout cas, de tout ce qui nous a été expliqué lors de la résidence. C'est évidemment le marché, il est sur le jeu vidéo, il n'est pas sur le marché de l'art, qui restera pour ces plateformes et pour les casques. Je quand même le jeu vidéo comme un art. Effectivement, non, mais puisque là, on en fait. Enfin, effectivement, c'est une forme d'art, mais on nous a bien expliqué effectivement qu'il y avait. Là encore, c'est aussi des histoires de marché, de guichet, etc. Qu'il y avait la narration immersive, qui est un format particulier dans le monde de la création immersive, et il y a le jeu vidéo. Et effectivement, on peut dire que tout ça, c'est une forme d'art, mais en fait, ce dont nous, c'est des sous-segments, on va dire. Donc effectivement, si on parle de gaming, c'est déjà beaucoup plus présent, et c'est là-dessus que les plateformes se battent pour créer du contenu. Si on parle de narration immersive ou d'expérience muséale, etc., on reste dans une niche de création et de diffusion qui est expérimentale, qui participe à la R&D, mais qui va jamais ce qu'on a compris en tout cas, c'est que c'est infime par rapport au nombre d'utilisateurs, à l'achat de contenu en ligne, etc. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Donc, effectivement, si on parle de gaming, on pourrait avoir le même phénomène qu'on a aujourd'hui sur les consoles. Je ne sais pas d'ailleurs comment c'est faisable même techniquement, de live stream, de diffusion, etc., de suivi de quelqu'un qui est en train de jouer. Et ça, j'avoue que je n'ai pas fait l'étude, peut-être que ça existe déjà. Honnêtement, je ne serais pas la mieux placée, je ne sais pas Stéphane, pour répondre à cette question. Du rôle des influenceurs dans ce marché du métaverse ou de la réalité virtuelle. À différents stades, il y a les influenceurs qui sont effectivement critiques, qui relaient l'info, et puis il y a ceux qui sont ceux-là qui sont créateurs de contenu, on va dire, et qui ont beaucoup plus en tout cas, aujourd'hui, ils sont très centrés sur le marché du gaming. Oui. Alors, oui. Alors, quand je vous entends parler de gaming, le gaming, il a bien changé depuis avant et après le confinement. Le jeu est devenu autre chose. Il a mangé la mode, il a mangé le cinéma, il s'attaque un peu à la culture. Il y a une culture gaming, voilà, c'est un peu, il a mangé un peu le sport aussi. On va voir les effets bientôt. Donc, le gaming a beaucoup évolué. Mais effectivement, les plateformes viennent effectivement de cette culture-là et des jeux vidéo. Je regarde une dernière question puisqu'on va conclure. Le métaverse en tant que nouvelle forme de narration, ça je crois qu'on l'a bien abordé. Les bénéfices sociaux du métaverse pour les individus,
C'est quoi un métaverse responsable? Je pense qu'on l'a un petit peu balisé. C'est une très très large question qui mériterait un débat supplémentaire. Pour mémoire, je rappelle la Digital Tech Conférence, dont ce sera le thème le 6 décembre. Alors, un des thèmes. Effectivement, François qui dit qu'il faut effectivement privilégier des expériences physiques, encadrées, plus comme des expos plutôt que d'aller dans le métavers. C'est un petit peu la conclusion que vous avez eue l'un et l'autre. Et enfin, peut-être une question de Stéphane. Existe-t-il une proposition d'open métavers? Alors, moi, je serais tenté de dire que il n'y a pas deux métavers dans la promesse utopique des pionniers du cyberpunk. Il n'y a qu'un métavers. Et parce que s'il y a plusieurs métavers, ça ne marche pas. C'est un monde unifié, interopérable, etc. Et après, concrètement, est-ce qu'il y a des softwares? Non, il n'y a pas de. Enfin, après. On parlait de plateforme tout à l'heure aussi. Je pense que c'est aussi ça. Est-ce qu'il y a des plateformes? Il faudrait creuser les philosophies de toutes les plateformes. C'est vrai que nous, celle qui nous a semblé la plus ouverte, c'était VRChat, effectivement. Mais c'est à creuser. Je ne peux pas donner. Alors, il y a effectivement des projets qui sont en train de se développer. Moi, je crois que le métavers le plus ouvert, c'est vraiment le monde des pensées qu'on met en partage et voilà, dont on peut se ressaisir. Dont on crée des tiers. Et dont on crée des communs. Copies, des communs, voilà. En termes de software, j'ai plutôt l'impression que le temps est un peu à l'aiguisage de couteau, parce que tout le monde cherche finalement à avoir quelque chose de plus hégémonique possible, ce que tu disais sur finalement la référence littéraire au sujet. Mais peut-être qu'il va y avoir, parce qu'on l'a vu dans le domaine de la création, avec des logiciels créés en open source pour développer l'image. Stéphane parlait de Blender, par exemple. Blender, il y a Blender, voilà, il y a Blender, il y a GIMP, il y a plein de logiciels. Après, on est vraiment dans une logique de. Est-ce qu'on est dans une logique de contribution ou est-ce qu'on est dans une logique de mise à disposition de la plateforme? Je ne sais pas quelle est la philosophie de VRChat, mais j'ai l'impression que c'était un peu ça. VRChat, c'est assez libre, c'est assez, si je puis me permettre, chaotique. C'est un peu le mastodonte du. Ouais, après, moi j'aime bien la philosophie d'Epic, en règle générale, d'Epic Games. Ils ont une plateforme du métavers? Fortnite, c'est le seul métavers habité que je connaisse. Visité, lui, contrairement qui est lui visité, puisque depuis le confinement. Il n'est pas open source. Fortnite. Alors pour mémoire, Fortnite, c'est un jeu vidéo, un des jeux vidéo les plus utilisés par nos teens sur la planète. C'est la machine à cash et depuis le début du confinement, à la fois on y fait des concerts, il y a des jeux où on n'est plus là pour se faire la guerre, puisque c'est le principe, c'est un kill them all, c'est une bataille royale, Fortnite au départ, et donc maintenant, depuis 2 ans, il y a des lieux où on ne se bat plus, où on se fait accueillir par des gens de la communauté. Enfin, voilà, et moi, j'aime bien la philosophie en général d'Epic, parce que là, ils ont encore une logique de poule aux œufs d'or un peu sur Fortnite, mais sinon, ils mettent tous leurs outils globalement à disposition. Après, ils mettent gratuitement, un peu comme Google. Non, il y a cette logique finalement on a la machine à cash, comme tu dis, d'un côté, où on va laisser la majorité du grand public accéder aux outils de manière un peu plus. C'est important chez Epic Games. On n'est pas du tout sur un modèle publicitaire. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un modèle que j'aime plutôt pas. Voilà, c'est quand la limite. C'est pas le produit. Si tu fais du chiffre.
Moins d'1 million, c'est bon, c'est pour toi. Au-dessus d'1 million, là, il faut commencer à. Ouais, bah oui, quand même. Ouais. Ceux qui ont Oui, c'est cette logique-là. Bah, écoutez, je vous remercie de cette discussion. On a largement débordé de 10 minutes, enfin, on pourrait dire même 25. Ouais. Il y avait Claire qui avait posé des questions. Claire, alors une dernière question. Claire, c'était sur les bénéfices sociaux du métaverse. Les bénéfices sociaux du métaverse pour les individus. J'ai repris la question. Je l'ai plus ou moins répondu. Écoutez, on vous remercie à tous d'avoir assisté. Merci Emma, merci à toi d'avoir assisté, merci à tout le monde. Processing, c'est ça. Si vous voulez bien sûr approfondir les sujets, nous on est à dispo, individuellement ou collectivement. C'est vrai que là on est pris par le temps. On est plutôt actif de manière théorique et pratique sur les médias immersifs et la création artistique en général. Et puis, écoutez, on vous retrouve pour un prochain. On partagera le replay dans quelques semaines, dans quelques temps. Et on vous donne rendez-vous, je pense, à la fin de l'année pour un nouveau Meaningful Café. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.